V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une voiture fabriquée entre 1949 et 59 comme voiture intermédiaire et également entre 1965 et 76 comme voiture muscle car. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Coronet 69 et je vous la fais découvrir avec M. Jean-Roch Ménard. La Dodge Coronet est apparue pour la première fois en 1949 pour s'arrêter momentanément en 1959. À cette époque, c'était une voiture pleine grandeur. Cependant, en 1965, elle réapparaît cette fois en intermédiaire. Puis en 1968, on la redessine complètement, tout comme la Dodge Charger. Elle est livrable en version de luxe 440, 500 et RT en coupé et hardtop 2 portes et 4 portes, familiale et décapotable. Il y a aussi une version de base haute performance, appelée Super B. Elle est le pendant des Plymouth Roadrunner. Monsieur Ménard, vous êtes propriétaire d'une Dodge Coronet 1969. C'est une voiture qu'on va parler un petit peu plus loin dans l'émission. Mais votre premier contact avec la mécanique, vous, c'est dans le domaine du bois que vous avez eu ce contact-là. OK. Mon père, il avait des snow tracteurs, des camions, puis il en faisait beaucoup de réparations lui-même. Fait que nous autres, on l'aidait, on a appris à bricoler là-dedans, à changer des pièces, là, jeune, à l'aider. Puis après ça, là, ça a donné goût à la mécanique. Puis, L'entreprise qu'il y avait, c'était dans notre commerce du bois. En fait, c'était de la coupe de bois, du transport de bois? Transport de bois. Donc, à l'époque, on y allait avec snowmobile. Oui, transport de bois, puis ainsi que la coupe de bois dans un moulin. Il fallait fournir le moulin. J'avais 14-15 ans. On allait au moulin, puis tout le monde contribuait. Mes frères, j'étais avec mes frères. Puis Tout le monde était dans le même bain, oui, en fait. Oui. Puis là, vous m'aviez dit tantôt en préparant l'entrevue que dès 11 ans, vous conduisiez déjà des camions. Ah, mon père, il disait, là, j'avais peut-être 11 ans, là, il disait, va chercher le camion en arrière. Puis j'allais chercher le camion, puis comme le tracteur, là, mon père, là, il a mis des blocs. Ça de long, c'est pédales parce qu'on n'avait pas les jambes assez grandes. Fait on conduisait. Moi, apprendre à conduire, je connais pas ça. Donc, vous êtes devenu très débrouillard aussi, Oui. parce que là, plonger dans la mécanique, dans le bois, il devait avoir des bris, il fallait être débrouillard. Oui, mon père, il nous laissait bricoler, on bricolait nos bicyclettes, on inventait des petites choses un peu comme lui faisait là, avec des snows. On faisait des snows miniatures, on faisait des petites sleighs, puis on contribuait de même, on faisait ça pour s'amuser nous autres étant enfants. Tabarouette. C'est vraiment une enfance joyeuse. Oui. Monsieur Ménard, votre père faisait l'acquisition de voitures de marque Chrysler pour s'amuser, mais également pour l'entreprise. Oui. Oui, mon père achetait des Dodge 47, je me souviens, là, que le moteur, transmission et différentiel faisaient dans des snowmobiles. Fait que là, on s'amusait. Le temps que ça fonctionnait un peu, l'automobile, on s'amusait dans la cour arrière avec. Quand vous parlez de vous amuser, on peut-tu avoir un peu de détails? On faisait nos cow-boys. OK. dans la bouette, dans la vase, là. Puis quand on était pris dans la bouette, on prenait le tracteur, puis on sortait de la boîte, puis on s'amusait avec. Puis on aimait ça, rester pris dans la boîte aussi. Ouais, hein? quasiment, oui, on faisait par Donc, c'était exprès. le fun de sortir ça avec le tracteur. On faisait par exprès pour y aller. Oui, c'est de même qu'en même temps, après à conduire. Fait qu'il n'y a pas rien de dangereux, là. Ben, en tout cas, on a sûrement fait des affaires que... Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne préfériez pas. Là, mais en tout cas, on est encore là. Fait que vous, à 16 ans, là, vous saviez conduire. Oui, à 16 ans, je savais conduire.
Salut Marc. Hey, salut Eric, comment ça va? Très bien, toi? Super, excellent. Parfait. Cette semaine, on parle d'un domaine que je connais un peu moins, les huiles à engrenage. Oui. Il y a du minéral, du synthétique, semi-synthétique, il y a des grades. Est-ce que tu peux nous démêler un petit peu là-dedans? Oui. Alors, premièrement, on va parler des technologies, en fin de compte, d'huile de base. Les huiles minérales, les semi-synthétiques, alors, c'est une huile synthétique, une huile minérale qui compose le produit. Et il y a différents types de synthétiques, des synthétiques que j'appellerais d'entrée de gamme et d'autres de très haute gamme, tels que les deux qu'on a ici. Notre 7590 XPCIN, qui veut dire extrême performance, synthétique d'extrême performance, et la 75-140. Dans ces formats-là, ici, c'est fait pour, j'imagine, pour du rendement élevé. C'est pour des camions, c'est pour des voitures haute performance? Oui, ça va. Les trois produits qu'on présente cette semaine vont aller, je dirais, dans différentes applications, que ce soit automobile, muscle car, véhicules classiques, etc. Ça peut aller partout. OK. Dans les pick-up, les gros camions, etc. Dans le fond, si on sollicite notre mécanique fortement, c'est là qu'on va vers ces produits-là pour justement avoir ce qu'il faut pour avoir la résistance des engrenages. Mais ce produit-là a une particularité. C'est un semi-synthétique, mais il y a une particularité, c'est ce qu'on appelle le ACP. Okay. L'ACP, c'est un polymère d'adhérence et de cohésion. Okay. Alors, ça permet à l'huile, imagine le différentiel, l'engrenage qui tourne, qui roule dans l'huile. Ça permet à l'huile de tourner, de monter dans l'engrenage, parce que souvent, un différentiel ou n'importe quelle boîte d'engrenage, c'est lubrifié par barbotage, qu'on appelle. Alors, il y a un certain niveau d'huile, et les gears du haut sont lubrifiés par l'huile qui monte. Par le mouvement des autres, dans le fond. C'est ça. Alors ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de démarrage à sec. L'huile est toujours présente. Dès le premier tour d'engrenage, ça monte tout de suite. Et il y a évidemment l'antifriction, comme dans tous nos autres produits. Donc, dans le fond, au lieu de baigner dans l'huile puis de venir à un moment donné sans lubrification, elle reste collée dessus, puis ça demeure lubrifié à tout temps. C'est ça. Et évidemment, nous autres, l'antifriction qui est présente dans les huiles crée une couche sur le métal qui protège les engrenages toujours. Parfait. Marc, on va se retrouver en cours d'émission, puis on a une petite perle en arrière, un Challenger 2008. Toute une perle. Flambade. Yes. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Le 20 janvier 1969, Richard Morehouse Nixon est assermenté comme 37e président des États-Unis. Sa présidence sera mouvementée, marquée par la guerre du Vietnam et l'affaire Watergate, qui le força à quitter son poste lors de son deuxième mandat. Le 17 juillet, Moscou annonce que Luna 15, un vaisseau soviétique, est placé en orbite de la Lune. Pendant ce temps, la fusée Apollo 11 poursuit son voyage vers l'astre. Cette mission simultanée força la collaboration entre les Américains et les Soviétiques pour éviter des collisions. Le 21 septembre, le premier lien informatique est établi entre les universités de Californie et Stanford. ARPANET, l'ancêtre de l'Internet d'aujourd'hui, est créé à la demande de l'armée. Il sera présenté au public en 1972. Monsieur Ménard, la voiture qu'on a devant les yeux, c'est l'amour de votre vie, ça. Oui, absolument. C'est votre premier coup de foudre? Première auto, que cette auto-là m'attendait quand j'allais commencer à travailler. Et c'est le seul coup de foudre qui a duré toute votre vie, c'est cette voiture-là. Oui. Juste une petite preuve ici, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous avez gardé toutes les plaques de la voiture. Oui. 72. Première. 73. Oui. 74. Oui. 75. Oui. 76. Les Olympiques. Ah oui, c'est vrai, oui. 77 la dernière. Après ça, on est tombé sur les immatriculations qui étaient à ce moment-là avec le petit autocollant qu'on collait sur la plaque. Oui.
Bon, parlez-moi un petit peu de votre histoire et la voiture. Cette voiture-là, c'est votre première voiture de jeune adolescent. Oui. Vous l'avez trouvée Oui. où, comment, de qui? C'est mon oncle qui l'a acheté en octobre 68. Il l'a gardé très peu Il l'a gardé longtemps? 3 ans, puis c'est allé jusqu'à 71. L'auto était dans le garage, elle m'attendait parce que moi, je suis une semi-cours de mécanique en 72. Il m'avait donné comme condition, il dit, si tu travailles, mais que tu travailles, tu vas l'avoir. Donc, c'était le cadeau. J'avais hâte de travailler pour pouvoir l'acheter. C'était une forme de récompense Oui. pour avoir réussi ses études, c'était la voiture. Ouais. Fait que ça a été mon tout début avec la voiture. J'ai fait ma vie de jeunesse avec. Les premières blondes? Première blonde, oui, parce que dans ce temps-là, les blondes, ils étaient proches du chauffeur, hein? Fait que là, moi, j'avais une console. Fait que une console. Ça Fait que séparait. on mettait un coussin. Alors que les pleines banquettes, ben, Les pleines banquettes, on s'accotait sur les épaules de notre C'est ça. blonde. Fait que j'ai fait ça. Ma femme actuelle, elle demeurait à Sainte-Famille, Île-d'Orléans. Vous Moi, êtes je de demeurais à Saint-Tite? Saint-Tite-des-Caps. Oui. Fait que là, toutes les fins de semaine, puis je partais de Saint-Tite, montais à l'île, revenais, on faisait le voyage. J'avais fait beaucoup de millages. Pendant combien d'années vous l'avez roulé été, hiver, de façon continue? Régulièrement, à peu près une dizaine d'années. Ensuite, mon frère, qui n'avait pas de voiture, n'avait besoin. Je lui ai passé, je pense qu'il l'a pris pendant 2 ans. Puis ensuite de ça, ça a été mon épouse qui l'a pris comme deuxième voiture, seulement l'été. Et ensuite de ça, on l'a remisée. Là, bien, elle a été remisée pendant une dizaine d'années. Bon, j'ai une petite question, parce que c'est des voitures qui, à l'origine, ne résistaient pas beaucoup à la rouille. Non. Pourquoi elle s'est conservée si longtemps? Là? Parce que c'est quand même une voiture que vous n'avez pas refaite de A à Z, là. Non. Toutes les années, je lui faisais un traitement à l'huile. Donc, ça l'a protégé Oui. énormément. Ça l'a protégé toutes les châssis. ailes et derrière. Comme les ailes ici, c'est la 3e paire d'ailes qu'il y en avant. OK. Ça, on ne pouvait pas parce que les autres, ils n'ont pas de... De protection, Il hein, c'est ça? n'y a pas de faux ailes. OK. Fait qu'à ce moment-là, il fallait remplacer les ailes une Les fois de ailes temps en temps. pourrissaient sur le dessus, là. Fait que je changeais ça régulièrement, là. C'est la 3e. Mais le reste du châssis, c'est tout identique, ça a été restait protégé. bien, un petit peu de rouille, de plancher, mais très peu, là. Fait que j'étais bon pour la conserver longtemps. Là, vous l'entreposez pendant plusieurs années. Oui. OK. Combien d'années? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Est-ce que ça vous a tenté de la vendre, vu qu'elle ne servait plus? Non, pas vraiment là. Après ça, à un moment donné, mon fils, qui avait 14 ans, il dit « Papa, pourquoi tu la sortirais pas, ta vieille auto? » Bon, j'ai dit oui. Il dit « On va la sortir. » Quand je l'ai sortie, tank à gaz, gauge à gaz, tout était rouillé dedans. Il a fallu que je change ça pour remettre à... J'imagine toutes les pièces Ouais. mobiles, comme les freins, Ouais. tout ça, il faut tout refaire ça à neuf. Elle était d'un endroit bien remisé quand même, là, mais ça faisait trop longtemps que je l'avais remisé. Fait que votre fils il vous a redonné à piqûre. Oui, mon fils m'a donné la piqûre. Fait que là, j'ai commencé à la réparer. J'ai acheté un moteur 340. Je l'ai fait monter pour avoir plus de force. Je l'ai installé dedans. Puis là, j'étais peut-être 5 ans, 6 ans à rouler avec le 340. À un moment donné, j'avais pas assez de puissance. Mon goût de puissance n'était pas satisfait. Oh non. Non. Dites-moi pas ça, vous, là, avec 340, c'est pas assez. Ah, fait que j'ai cherché un véhicule qui allait avoir plus de force encore. Fait que j'ai trouvé. Puis j'ai installé un 440. Donc, 440, mécanique qui a été adaptée pour avoir plus de puissance. Oui. La voiture comme telle, on a un match number, donc Oui. vous avez tous les numéros de série compatibles. Oui. Et la voiture est maintenant ressortie. Est-ce que votre fils la prend par curiosité? De temps en temps, très rarement. Des fois, je les offre. Là. Ma fille elle l'a pris une fois, mais ils veulent pas trop. Ils veulent pas trop. Ils veulent pas trop. Mais quand c'est une belle voiture à rouler, Oui, c'est une belle eux voiture autres, à puis c'est rouler, une là. voiture qui doit attirer beaucoup l'attention également. C'est bien que moi, si je la prête à quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance beaucoup. J'imagine Je vais que faire oui. attention. Là, maintenant, elle est restaurée. Vous la roulez de façon régulière? Oui, de l'été, je fais environ peut-être entre 500 et 1000 milles par été. Il y a des étés où j'ai fait 200 000, d'autres étés, j'en ai fait 1000. Je me promène pour le plaisir de me promener. J'ai le goût de me promener avec elle. Marc, on a un beau bijou derrière nous. C'est une Bien voiture. sûr.
significative pour toi, mais pour moi aussi. Là. On rêve tout de ça. Elle est quasiment flambant neuve. Elle appartient à M. Frenette, qu'on connaît bien. Exactement. 2813 km. Neuf. Incroyable. 2008. C'était dans la première série là, des 500 qui ont été faites pour le Canada seulement. Imaginez, ils n'en ont pas fait pour les États-Unis. Donc, c'est unique au Canada, ce modèle. Unique au Canada, un modèle SRT8 avec un 6,1 litres. Les freins Brembo, une auto qui est... pour moi, c'est une auto rêvée parce que quand je m'assois là-dedans, c'est comme si c'était comme un gant. Tu sais, ça fit comme un gant. Pour moi, je m'assois dans ce siège-là, puis c'est la perfection. Je suis tout petit, hein? Oui, fait que, pour moi, là, c'est numéro 1. Là, on a l'air au même niveau, mais des sièges ajustables. Ah, on a ajusté pas mal longtemps tantôt. Oui, effectivement. Fait que la voiture comme telle, OK, cette voiture-là, on a dit qu'elle n'était pas disponible aux États-Unis. Exact. Mais pour faire le parallèle un peu avec la voiture qu'on a vue la semaine dernière, la 70, il y en avait eu 500 au Canada aussi, mais il y en avait aux États-Unis de produites. C'est ça, exactement. Alors ça, là, l'auto qu'on a vue la semaine dernière, c'était... Ce que je trouve le fun, c'est Robert a acheté la 70 à 22 ans, l'a gardé tout ce temps-là, et quand la SRT8 est ressortie... Il l'a acheté. Il l'a acheté, il l'a toujours, 2813 km. Moi, je trouve ça, garde, phénoménal. Puis c'est une voiture très plaisante à conduire aussi, qui est agressive, mais plaisante. Exactement. Merci, c'est un bijou. Merci beaucoup, Marc. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Mario, cette semaine, dans notre série Histoire de jouets, on parle du déclin de Dinky Toys. Oui, bien, on parle de l'agonie de la marque. En 1969, là, on se cherche. On arrive avec des nouveaux modèles. Imaginez, on avait l'échelle 1,43. Là, on arrive avec l'échelle 1,18. On sort la Peugeot 504, la Opel. Cherche, là. Hein? On se cherche, effectivement. Oui. Et là, on va même aller dans l'échelle 1,25. On a fait une Ford Capri Police. Ça n'a pas marché du tout. En 69, ben là, naturellement, l'usine de Bobigny va fermer ses portes après avoir supprimé 500 emplois. 500. L'ensemble de la production est transféré à l'usine de Triangle à Calais. 1971, là, on sort le dernier catalogue à être édité avec, dedans, la Citroën présidentielle, la Renault R12. Mais on sent que la fin est proche. Ça n'a pas fonctionné comme il voulait encore une fois. 1972, Dinky Toys présente ses derniers modèles aux Français. La Renault, la 4 PTT, la Common Car militaire, la Peugeot J7 pompier. Mais à la fin de cette année-là, c'est terminé. Mécano Angleterre va être absorbé par Airfix. Okay. Mécano France va être, quant à lui, absorbé par General Mills. Et la fabrication des Dinky Toys françaises sera complètement stoppée. Donc, l'entreprise est disloquée. Un petit peu, ouais. On pourrait dire ça comme ça. En 1986, la société Holding de Hong Kong, déjà propriétaire de Matchbox, parce que là, on y arrive à Matchbox, devient propriétaire de la marque de Dinky Toys. Et l'ensemble sera repris par Mattel, mais Matchbox produira à Hong Kong la Dinky Collection. On est déjà vintage de l'autre marque, imagine-toi. Hey, brillant pareil. C'est quand même assez intéressant. Ouais. En 1997, Tyco se séparera de Matchbox, que Mattel s'empresse de racheter l'année suivante. Et le nom Dinky est maintenant sur le territoire américain au milieu des poupées Barbie. Donc, Mattel a réussi à relever un peu la marque, à la remettre sur le marché puis développer le marché américain de façon plus agressive. On pourrait dire ça de cette façon-là. Donc, ça fait un peu le tour de l'histoire de Dinky Toy. Mario, merci, c'était super intéressant. Moi, honnêtement, là, je connaissais pas grand-chose dans ce domaine-là. J'ai appris beaucoup. Puis les gens qui s'intéressent à collectionner ces voitures-là ou ces camions-là ont maintenant ce qu'il faut pour faire de l'acquisition. C'est un survol très rapide, mais quand même intéressant. Merci, Mario. Merci.
Au milieu de l'année 1969, un groupe d'options A12 est disponible. Il est constitué d'un moteur 440 pouces cubes avec 3 carburateurs double corps, un capot amovible noir en fibre de verre, une suspension renforcée et des roues en acier sans enjoliveur. Cet ensemble coûte 462,80 $. Les moteurs disponibles vont des 6 cylindres de 225 pouces cubes au V8 de 318, 383, 440 et 426 pouces cubes, développant de 145 à 425 chevaux. Au total, plus de 203 432 Dodge Coronet ont été fabriqués, dont 6 955 RT. Monsieur Ménard, on disait que la voiture était significative pour vous. Vous avez même fait votre voyage de noces dans cette voiture-là. Oui, on a fait notre voyage de noces jusqu'à Atlantic City. Puis je me souviens, quand on est revenu de voyage de noces, c'est que t'es tranquille, t'es 6 heures le matin, sur une autoroute, là, se promener dans les 3 chiffres, c'était plaisant. C'est en 1000 en plus. Oui, oui, en 1000. Cette voiture-là, à l'origine, si on recule dans les années 50, 53 plus particulièrement, c'est le début du fameux moteur EMI. Oui. C'était de 241 pouces cubes à l'époque. Mais on n'était pas encore à l'ère des muscle cars. On n'est non, pas encore. Là, pas un encore. petit peu plus tard. On y pense pas, mais le moteur EMI existe depuis 53. Okay. L'ère des muscle cars, c'est vraiment avec la génération 65 qu'on va voir apparaître ces voitures-là, Oui. plus musclées. On commence à avoir les gros moteurs, les 383, les 440, avec beaucoup plus de HP que les autres moteurs. Là. La clientèle qui visait, bien sûr, il y a le mouvement boomers, c'est que ces gens-là, ils sentaient que le marché allait avoir besoin de ce genre de motorisation. Oui, les boomers, un petit peu plus âgés que moi. Je me souviens, quand j'avais 18 ans, là, il y avait un endroit où ça faisait des starts, là, puis il y avait un Roadrunner, il y avait des Mustangs qui s'essayaient là, de côte à côte. Là. Des Chargers, des Challengers, oui, c'est ça, oui, puis des Ford. Puis des fois, il y avait comme un show de boucan, puis des fois, la police arrivait après. Oui, la police arrivait aussitôt qu'on entendait la police, ça partait. C'était pas aussi simple que ça. Il n'y en avait plus. Votre voiture, vous y avez donné un petit look moderne, que je trouve très esthétique, un peu resto mode, si on veut. Qu'est-ce que vous avez ajouté sur la voiture pour la rendre un petit peu plus moderne? Pour la rendre un petit peu plus moderne, on avait le toit de vinyle blanc que j'ai enlevé. Je voulais l'avoir peinturé. Ensuite de ça, on a posé des mags. Ils sont très beaux en passant, hein? Oui. Le style va bien avec la voiture. Oui, merci. Puis toutes les autres décorations, c'est original. Donc la voiture est originale. En partie, c'est la mécanique qui est moins originale. C'est ça. Oui. Plus performante pour avoir plus de plaisir. Plus de plaisir à conduire. Monsieur Ménard, merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Denis, cette semaine, on parle d'un Dodge Coronet 569. C'est une voiture, juste pour bien la connaître, c'est une voiture qui, par rapport à la concurrence, se compare à quoi? Bon, c'est ce qui compare avec une Camaro de Firebird, ces styles de véhicules-là. C'est un muscle car, puis des produits Chrysler, je ne sais pas là pourquoi, mais c'est ce qu'il y a de plus en demande sur le marché. Tout ce qui est Mopar depuis plusieurs années, il y a une lancée incroyable. C'est pas rien qu'une lancée, ça n'a jamais arrêté. Fait que les valeurs Mopar continuent de progresser dans le marché? Oui, ça va saturer. Ça va monter bien haut il y a 4-5 ans. Là, il y a eu une petite baisse qui retombait à la normale parce que c'était exagéré les prix qu'il y avait. Là. Mais tu parles d'un Coronet 500. Écoute, c'est un véhicule qui est très en demande dans le modèle 2 portes. C'est certain, quand il est match number, c'est meilleur parce qu'un Coronet 500 ne sort pas avec un moteur 440, il sort avec un 318 ou un 383. Mais c'est un véhicule qui est tellement en demande que même si tu n'as pas le moteur d'origine, en autant que tu as un produit Mopar sous le capot là, avec un moteur de haute performance, les valeurs sont presque semblables des bouts. Ah oui, il y a tellement de demandes sur le produit que ça maintient la valeur. Il y a plus de demandes que d'offres dans ces modèles-là. Et ça, c'est un succès normalement au point de vue des valeurs. Bien, c'est ça. Quand tu prenais le moteur 440, il sortait dans le modèle Super B ou il sortait dans le modèle RT, mais il ne sortait pas dans le modèle 500. Okay. Ou dans le 440, qui était le petit modèle de base. La différence entre le 440, le modèle 440, je parle, et le modèle 500, c'est le luxe. Plus de chrome, plus de petites moulures, des choses de même. La finition intérieure plus belle, mais c'était la même base de voiture. Quand on dit qu'il faut consulter un spécialiste, Denis, là, pour toutes ces petites variables-là, c'est tellement important d'avoir tout le pedigree pour vraiment éviter une erreur et faire un bon achat. Bien, c'est ça. Puis vérifier qu'il y a les numéros de série, les castings de moteur, si vous voulez être certain de votre coup, d'avoir le bon moteur dans la bonne voiture, oui. Oui.
Donc, valeur assurée à condition qu'on ajoute le bon véhicule puis qu'on a fait affaire avec quelqu'un qui connaît ça, un expert qui va nous dire si on fait le bon choix. C'est ça. Merci beaucoup, Denis. De rien. Cette chronique vous a été présentée par DF Évaluation, évaluateur professionnel de voitures et véhicules anciens et modernes au Québec. Et c'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.